Cependant, des complications sont toujours possibles. Solécécine, vitamine C, traite efficacement les maux de gorge. Ceci est un médicament. Madame, Monsieur, bonsoir. Les dés sont jetés. L'offensive terrestre des forces coalisées semble bien désormais inéluctable. Saddam Hussein n'a pas donné l'ordre espéré d'un retrait immédiat et inconditionnel de ses troupes du Koweït avant 18 h, heure française, comme l'avait exigé George Bush, appuyé par les autres coalisés. C'est désormais pratiquement officiel. Le général Schwarzkopf a reçu le feu vert pour faire ce qu'il jugeait utile, autrement dit, lancer l'offensive terrestre lorsqu'il jugera le moment opportun. Plus que jamais, les préparatifs de guerre terrestre s'intensifient sur le terrain. Exemple, ce reportage au sein d'une division d'artillerie britannique à quelques kilomètres de la frontière koweïtienne. Pascal Deschamps. Tôt ce matin, des dizaines de blindés britanniques se préparaient à lancer la plus grosse opération de pilonnage des lignes adverses depuis le début de l'opération Desert Storm. En tout, 72 canons tournés vers les positions irakiennes, là-bas, de l'autre côté de cette étendue de sable. Derrière les blindés, les lance-missiles à courte portée qui entraient les premiers en action. Plus de 150 missiles étaient ainsi tirés en quelques minutes sur l'artillerie irakienne. La puissance de feu engagée dans cette opération était, selon un officier britannique, de 4 fois supérieure à celle de la bataille d'Al Alamein. Les blindés pilonnaient ensuite pendant 2 heures l'infanterie irakienne basée à moins de 20 km de là. Parmi les régiments engagés, l'un des plus vieux régiments britanniques, réputé pour avoir ouvert le feu à la bataille de Waterloo. Mais aujourd'hui, ils utilisaient un nouveau type d'obus qui explose avant de toucher le sol. Pour ces soldats, pas de doute, l'offensive terrestre a déjà commencé. Elle a déjà commencé car l'artillerie de toutes les forces de la coalition est engagée contre les Irakiens. Entre deux salves, les artilleurs devaient creuser des tranchées pour protéger leurs blindés en cas de riposte irakienne, une riposte qui n'a pas eu lieu. Des rumeurs ont couru cet après-midi dans les couloirs de l'ONU à New York, rumeurs selon lesquelles l'Irak accepterait de se retirer du Koweït aux conditions de la coalition. Rumeurs ensuite démenties, mais même si, selon certaines sources citées par l'agence américaine Associated Press, l'Irak aurait accepté certains éléments de l'ultimatum allié, alors que l'URSS proposerait une formule, entre guillemets, formule visant à régler ce conflit de façon pacifique. Pour en savoir un peu plus, les commentaires de notre correspondant à New York, Bruno Albin. Ce matin, aux Nations Unies, le Conseil de sécurité décide de se réunir à huis clos pour faire le point sur la situation diplomatique autour du conflit du Golfe. À huis clos, conformément à une décision prise par le Conseil il y a plusieurs jours pour éviter de passionner le débat. Donc, défilé d'ambassadeurs, comme ici celui de Grande-Bretagne, expliquant qu'il est venu entendre de la bouche de son collègue soviétique les explications de l'URSS sur le plan de paix de Moscou. L'ambassadeur américain, Thomas Pickering, expliquait pour sa part son intention de commenter la position américaine exprimée hier au nom des Alliés par le président Bush, mais nul ne semblait attendre de nouvelles propositions. C'est plus tard, dans la coulisse du Conseil, que la rumeur est soudain parvenue d'une acceptation irakienne de la déclaration américaine. Attribuée à l'ambassadeur soviétique, cette annonce a ensuite été démentie par le porte-parole de M. Descoyard, mais quelque chose d'important a sans doute été dit, puisque l'ambassadeur américain a aussitôt demandé des éclaircissements. En tout cas, l'ONU est totalement mobilisée. Et hier soir, le secrétaire général, M. Descoyard, avait successivement rencontré les représentants de l'URSS et des États-Unis. Tant que Washington et Moscou sont en contact, avait-il dit, je ne suis pas totalement découragé. Voilà, le Conseil de sécurité vient d'ajourner cette séance à huis clos. Bruno Albin, vous êtes en direct avec nous de New York. Oui, je vous vois. C'est un dernier espoir de paix qui s'en va là maintenant. Écoutez, on va d'abord attendre ce que les
ambassadeurs, des membres permanents et les autres au Conseil de sécurité ont à dire à la sortie de cette réunion du Conseil de sécurité, car vous le savez, cette réunion s'est tenue à huis clos et c'est sans doute ce qui a contribué à alimenter un peu cette espèce de suspense tout au long de la matinée. Les seules informations que nous avons pu vous donner tout à l'heure à 19h, par exemple, au cours de notre émission spéciale, c'était des informations qui nous étaient transmises au compte-gouttes par les diplomates qui ont accès à la table du Conseil de sécurité. On a dit effectivement que l'ambassadeur soviétique aurait parlé de l'acceptation par l'Irak de certaines des exigences contenues dans l'ultimatum prononcé hier à Washington par George Bush au nom des forces coalisées dans le Golfe. C'est évidemment bien différent de la rumeur selon laquelle l'ambassadeur soviétique aurait parlé de l'acceptation par l'Irak des termes de cet ultimatum. Mais vous savez que les diplomates sont des gens qui s'acharnent à essayer de faire progresser leur dossier, et il va maintenant falloir pouvoir écouter ce qu'ils ont à dire sur ce qui a effectivement été annoncé par l'ambassadeur soviétique. Cela dit, les deux autres pôles de l'actualité aux États-Unis à propos de cette affaire du Golfe, c'est évidemment le Pentagone, où, comme vous l'avez annoncé tout à l'heure, de sources officielles, on a autorisé le général Schwarzkopf à passer à l'étape suivante de l'opération Tempête du désert. Cela semble donc effectivement indiquer qu'il peut décider d'une offensive terrestre généralisée dès qu'il le jugera utile. Vous savez que le général Schwarzkopf, qui est le commandant en chef des forces alliées dans le Golfe, dispose d'une certaine latitude de manœuvre et que le président Bush lui a laissé entière confiance pour ce qui est de la conduite des opérations. Et puis évidemment la déclaration de la Maison-Blanche tout à l'heure, assez lapidaire, du président Bush, regrettant que l'Irak... Parce que nous avons tout à l'heure une correspondance avec Jacques Abouchar qui va nous expliquer tout ça beaucoup plus précisément. Merci Bruno. Radio Bagdad a traité ce matin le président Bush de fou et de mégalomane. La radio officielle irakienne a également affirmé que les cadavres de soldats alliés serviront de nourriture pour les vautours. Plus inquiétant, Radio Bagdad a également affirmé que les commandos attaqueraient les États-Unis, l'Europe et les autres pays de la coalition pour une vengeance impitoyable en cas bien sûr d'assaut terrestre. Saddam Hussein a présidé aujourd'hui une réunion conjointe des deux principales instances politiques irakiennes à Bagdad. Bagdad noyé sous un véritable déluge de feu à l'heure même de l'expiration de l'ultimatum, et ce n'est peut-être pas un hasard. Tout de suite, une correspondance de notre envoyé spécial à Bagdad, Martine Laroche-Joubert. À Bagdad, une demi-heure à peine avant l'ultimatum, nous avons entendu de violentes explosions qui ont secoué les vitres de l'hôtel Rachid où nous sommes actuellement. Nous avons vu des éclairs et des lueurs à environ une dizaine de kilomètres, tandis que des balles traçantes traversaient le ciel de Bagdad. À 20h, heure locale de l'ultimatum, les Irakiens ont allumé leur poste de radio dans l'obscurité totale du hall de l'hôtel. Aucune information sur un rejet ou non de l'ultimatum, mais le conseil de commandement de la révolution serait, paraît-il, en réunion. Avec un mélange de fatalisme et de résignation, les Irakiens attendent sans oser prédire l'avenir. George Bush et Mikhail Gorbatchev se sont téléphonés hier soir pendant 1h30. L'agence TASS a tenu à souligner, je le cite, l'atmosphère d'unité et de confiance qui caractérise les discussions entre les deux chefs d'État en ces temps troublés. C'est donc apparemment sans éclat de voix que George Bush a pu opposer une fin de non-recevoir à l'acceptation irakienne du plan Gorbatchev. D'autant qu'un sondage indique que 84% des Américains approuvent l'ultimatum lancé par leur président à Saddam Hussein. En direct avec nous de Washington, cette fois Jacques Abouchar. Jacques Abouchar, les Américains ont peut-être été inquiets à un moment du remue-ménage diplomatique que l'on a observé dans les couloirs de l'ONU. Maintenant, apparemment, c'était à peu près terminé. Oui, absolument. Alors, à propos de ce remue-ménage précisément, ici, du côté américain, on fait remarquer une chose très simple. Monsieur Saddam Hussein se comporte comme s'il était dans un restaurant et qu'on lui tende une carte sur laquelle il peut choisir les plats qui lui conviennent à propos du plan de l'ultimatum allié. Cet ultimatum allié, c'est un tout, un paquet, un ensemble qui n'est pas négociable. Il ne peut pas choisir ce qui lui convient et rejeter ce qui ne lui convient pas. Il ne peut que ou bien l'accepter globalement ou bien le rejeter en bloc. Alors, la Maison-Blanche vient d'affirmer que les Alliés n'ont pas d'autre choix que de continuer la guerre. Autrement dit, Jacques Abouchar, si l'on est bien informé, et vous l'êtes encore plus que nous précisément, puisque vous êtes sur place, la fameuse directive de sécurité nationale signée par George Bush autorisant l'assaut terrestre est, semble-t-il, parvenue cette fois au général Schwarzkopf qui commande les troupes américaines sur place.
Oui, cette directive, en principe, lui a été transmise il y a déjà plusieurs jours. Et actuellement, le ministre de la Défense, M. Cheney, est au Pentagone, et on confirme effectivement que le général Schwarzkopf, qui est le commandant en chef des forces américaines et des forces alliées en Arabie Saoudite, a toute latitude sur le terrain pour mener les opérations à sa guise, prendre les décisions, prendre l'initiative qu'il juge opportune au moment approprié. Il a reçu un feu vert absolu du président Bush. Merci Jacques. La date précise de cet assaut terrestre est bien sûr encore un secret militaire, tout en restant prudent. Évidemment, nous allons tenter avec François Cornet de voir un peu plus précisément sur le terrain comment cela pourrait se passer. Eh bien, au nord de l'Arabie, sur les frontières du Koweït et de l'Irak, 520 000 hommes de la coalition sont prêts à fondre sur les lignes de défense irakiennes. L'état-major allié a laissé entendre que l'offensive terrestre, si elle a lieu, serait courte et violente et que les tactiques militaires mises en œuvre dans l'attaque au sol seraient surprenantes pour l'adversaire. On peut donc imaginer, contrairement à ce que la rumeur propageait depuis plusieurs jours sur une offensive menée phase par phase, que les premières heures des combats terrestres seront destinées à créer par leur puissance de feu une déstabilisation générale des rangs irakiens. Tous les moyens terrestres, aériens et maritimes devraient être engagés dès le début de l'offensive. Les Alliés devront aller vite, très vite, pour affaiblir les lignes de défense adverses avant de lancer leur vague d'assaut. L'appui aérien sera capital dans cet engagement terrestre. Une ombre de taille au tableau, les champs de mines qu'il faudra traverser avant d'arriver aux lignes irakiennes. Des passages seront ouverts par le génie avant le débarquement des Marines. Parallèlement à ce débarquement, les blindés alliés essaieront de couper les défenses irakiennes de leurs arrières avant de les prendre en tenaille. Reste à savoir maintenant ce que feront les troupes d'élite de Saddam Hussein face à cette offensive alliée, les troupes d'élite massées au nord de l'Émirat. Auront-elles la volonté, la capacité de mener une contre-offensive contre les forces alliées? Pour l'instant, nous n'avons pas de réponse. Mais une chose semble acquise, avant même l'attaque, la supériorité des alliés semble établie. Merci François pour ces commentaires. En tout cas, l'offensive terrestre risque d'être sérieusement perturbée par la fumée qui s'échappe maintenant de 179 puits de pétrole koweïtien actuellement en feu. De sources militaires, on affirme qu'une épaisse fumée noire couvre désormais environ le quart du territoire koweïtien. Pascal Deschamps. L'un des 179 puits en flammes filmés ce matin alors que le soleil était levé depuis 2 heures déjà. Aujourd'hui, un puits koweïtien sur 5 était en feu. Des incendies qui, au dire des experts, ne pourraient être éteints avant des semaines, peut-être même des mois. Les Irakiens n'auraient pas seulement mis le feu à des puits, mais aussi à des raffineries et à des terminaux pétroliers. Illustration d'une pratique, celle de la terre brûlée, aussi vieille que la guerre elle-même, mais qui aujourd'hui prend des allures de catastrophe écologique. Ce soir, plus d'un quart du territoire koweïtien serait recouvert d'une épaisse fumée noire. Une fumée qui a également perturbé en partie les opérations militaires, notamment les raids aériens. Selon un pilote d'hélicoptère de la Royal Navy, la couche est suspendue à 600 mètres du sol. On voit à peine le soleil à travers. Cette destruction des infrastructures pétrolières koweïtiennes est un gâchis épouvantable, commande ce soir un expert, mais le pays y survivra. La guerre laissera certainement au Koweït d'autres blessures plus difficiles à cicatriser. Tarek Aziz a quitté Moscou cet après-midi après avoir accepté quelques modifications au plan de paix proposé par les soviétiques. Le Kremlin estime avoir fait le maximum. Mikhail Gorbatchev regrette bien sûr que ces propositions n'aient pas été prises en compte par les responsables de la coalition, mais il ne semble pas décidé à leur mettre des bâtons dans les roues. Son porte-parole a en effet tenu à déclarer à l'avance que l'URSS ne condamnerait pas le déclenchement d'une offensive terrestre. Nous pouvons exprimer nos regrets que le monde ne soit pas capable aujourd'hui de régler ce problème par des moyens pacifiques, a-t-il dit. À Moscou pour Antenne 2, Gilles Rabine. Trop tard. Quand Tarek Aziz est venu dire devant la presse de Moscou que l'Irak acceptait le plan soviétique en 6 points, les diplomates de Gorbatchev, qui n'ont pas beaucoup dormi depuis 2 jours, pensaient tout haut qu'il était de toute façon trop tard. Tarek Aziz repartit vers Bagdad et son destin. Vitaly Gnatenko, le porte-parole du président soviétique, nous livre le fond de sa pensée. Il ne nous semble pas qu'il y ait encore un moyen d'éviter une offensive terrestre. Nous avons fait preuve de bonne volonté. Les Américains ont tenu la position qu'ils devaient tenir. Allez-vous condamner une offensive terrestre si elle est déclenchée maintenant? L'URSS ne devrait pas condamner une offensive. Nous ne pouvons qu'exprimer le regret que le monde n'ait pas été capable de régler ce problème par des moyens pacifiques.
il nous semble qu'il aurait mieux valu convoquer une réunion du Conseil de sécurité. Vitaly Ignatenko nous révélera que le président soviétique a encore téléphoné une dernière fois à Tarek Aziz, alors qu'il se trouvait déjà à l'aéroport, pour lui demander de bien réfléchir à ce que la guerre terrestre va apporter à son pays. Ce soir, un peu plus de 2 heures après l'expiration de l'ultimatum américain, l'entourage de Mikhaïl Gorbatchev retient son souffle. Pas plus qu'à Washington, on ne le dit à Moscou, en tout cas ouvertement, le tout dernier espoir d'éviter une offensive terrestre désormais imminente, l'ultime chance qui pourrait être donnée à une paix, ce serait le renversement de Saddam Hussein par ses officiers ou par son peuple. Je vous propose de retrouver en direct de Moscou notre autre envoyé spécial, Stéphane Magnier. Stéphane, est-ce que maintenant les soviétiques n'ont plus aucun espoir de parvenir à une solution pacifique ? Écoutez, on le saura sans doute d'ici un quart d'heure, puisque dans un quart d'heure, très exactement, le porte-parole de M. Gorbatchev, M. Ignatenko, doit donner une conférence de presse. En tout cas, jusqu'à la dernière minute, M. Gorbatchev aura multiplié les contacts. Il a encore téléphoné au président Bush, il a téléphoné également au président iranien Rafsanjani, il a téléphoné au Premier ministre japonais et, entre autres, dit-on d'ailleurs, au ministère des Affaires étrangères, c'est-à-dire qu'il y a encore d'autres contacts possibles. En revanche, il n'a pas indiqué s'il avait pris contact avec l'Irak directement, avec le président Saddam Hussein. Mais visiblement, Moscou, jusqu'à la dernière seconde, veut croire qu'il y a encore une solution négociée possible, ou en tout cas veut montrer qu'il aura tout fait jusqu'à la dernière seconde pour qu'on puisse trouver un accord avant que la guerre terrestre ne démarre. Merci Stéphane. Série de réunions également à l'Élysée toute cette journée. En fin de matinée, François Mitterrand avait présidé un conseil des ministres restreint, le 8e depuis le début de cette crise du Golfe. Et en fin d'après-midi, comme chaque soir, depuis le début de la guerre, François Mitterrand a présidé un comité politico-militaire. Tout de suite, nous retrouvons à l'Élysée François Brabant. Oui, Bruno, on attendait une déclaration de Roland Dumas. Elle n'est pas venue, même si le ministre des Affaires étrangères est resté un petit peu plus longtemps que ses collègues avec le président. Eh bien, il n'a rien voulu dire à sa sortie de l'Élysée. La position de la France, nous l'avons connue il y a une demi-heure environ, avec un communiqué écrit de la présidence, communiqué dans lequel la présidence déplore que le délai d'acceptation n'ait pas été respecté par l'Irak. Aucune information n'indique que les forces irakiennes aient commencé à évacuer le Koweït, poursuit ce communiqué. La France constate et déplore que M. Saddam Hussein ait refusé la possibilité d'aboutir sans affrontement supplémentaire à la libération du Koweït. Dans ces conditions, les opérations militaires continuent de se dérouler selon les plans prévus. C'est ainsi que se termine ce communiqué de l'Élysée. C'est donc toujours la fermeté qui prévaut à Paris ce soir. Merci. Je vous le disais en début de journal, les préparatifs de l'offensive terrestre s'intensifient sur le terrain. Exemple ce reportage dans des unités américaines d'infanterie et de génie qui démantèlent les barricades de sable qui avaient été érigées à la frontière afin de permettre aux blindés et aux camions de ravitaillement de pénétrer au Koweït et en Irak. Écho d'une 38e journée de guerre avec Léo Lamberton et Nicolas Vinclair. Que perce cet engin américain les lignes défensives établies par les Alliés. Nous sommes à la frontière nord de l'Arabie Saoudite. Tout le long de cette ligne, à intervalles réguliers, des unités du génie et de l'infanterie ouvrent des brèches. Objectif, faciliter le passage aux blindés alliés. Aussitôt après, par l'une de ces brèches, des chars et des véhicules de combat américains pénètrent en Irak. Une mission de reconnaissance avancée pour évaluer la résistance des troupes adverses. Au cours de cette incursion, un poste d'observation irakien est détruit. Dans le même temps, toujours en territoire irakien, les Américains installent une piste de ravitaillement en carburant pour les hélicoptères alliés. Ces soldats koweïtiens et égyptiens, eux, se déplacent vers la frontière irako-koweïtienne. Ultimes exercices, ultimes répétitions, ils s'entraînent à mettre au plus vite leur tenue de protection et leur masque à gaz, au cas où il y aurait une attaque chimique. Aujourd'hui, les raids aériens sur l'Irak et le Koweït se sont poursuivis, et depuis hier, les avions de l'US Air Force déversent des bombes au napalm sur les premières lignes irakiennes. Mais au-dessus du Koweït, les missions deviennent de plus en plus difficiles. Les puits pétroliers en feu dégagent une épaisse fumée qui gêne le repérage des objectifs. Il y a de nombreux feux au sol, beaucoup de fumée, mais difficile de différencier ce qui a été bombardé et ce qui a été allumé par les Irakiens. Ces soldats américains se préparent à faire mouvement, tous remballent leur pactage, les tentes, trop lourdes, sont laissées sur place. Ils sont prêts et n'attendent plus qu'un ordre pour rejoindre le front. Je vous propose maintenant de retrouver au téléphone et en direct l'un de nos envoyés spéciaux en Arabie, Patrick Boité,
qui se trouve à Afar el-Batin, c'est-à-dire tout au nord de l'Arabie, tout près des zones de combat. Patrick, vous m'entendez? Oui, je vous reçois très bien. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu la situation que vous vivez actuellement? Écoutez, nous sommes arrivés à Afar el-Batin et nous avons trouvé une ville qui se prépare vraiment à l'offensive. Des blindés dans les rues. Nous avons vu des convois encore qui revenaient à vide du nord. Ce qui veut dire que vraiment l'offensive ici est prévue comme imminente. J'ai eu la chance de discuter avec le responsable d'un escadron de chars britanniques, les fameux rats du désert. Il me disait, si je peux parler avec vous maintenant, c'est que l'offensive n'est pas pour tout de suite. L'offensive n'est pas pour tout de suite. Je serai en première ligne, je serai parmi ceux qui donneront l'assaut. Et je monte en ligne demain. Cette information a été confirmée par des officiers américains d'un hôpital. Je les ai rencontrés il y a quelques minutes. Ils me disaient, nous montons vers le front demain, donc tout se précise. Mais ici, rien n'est prévu avant 2 ou 3 jours encore de préparation d'artillerie. Merci Patrick pour ces précisions tout à fait importantes. Nous y faisions allusion tout à l'heure en début de journal avec Martine Laroche-Joubert qui est à Bagdad pour Antenne 2. La capitale irakienne a subi de très violents bombardements cette nuit, ce matin et à l'heure même de l'expiration de l'ultimatum. Le Pentagone affirme que les Irakiens ont installé des batteries de lancement de missiles Scud au cœur même de leur capitale. Quelques-uns des envoyés spéciaux de la presse occidentale ont pu visiter, sous haute surveillance bien sûr, 2 centrales électriques détruites récemment par les bombardements alliés dans la banlieue de Bagdad. Reportage Martine Laroche-Joubert. Pour la première fois depuis le début de la guerre, les Irakiens nous amènent sur un site industriel. À 5 km au sud de Bagdad, les décombres de Dora, une centrale électrique bombardée, l'une de celles qui alimentait la capitale, aujourd'hui privée d'électricité. Le 18 janvier, 2e jour de la guerre, que 4 missiles l'ont détruite. Plus d'1 mois après, nous avons l'autorisation d'aller constater les dégâts. Construite par les Allemands et les Italiens, la centrale est hors d'usage, comme d'après les Irakiens, toutes celles qui entourent la ville. Il faudra, nous déclare-t-il avec insistance, plus de 3 ans pour la remettre en état et 500 millions de dollars. Une précision, semble-t-il, voulue, comme si les Irakiens pensaient déjà à la fin de la guerre, à la reconstruction, et souhaitaient le faire savoir. Difficile cependant pour nous d'apprécier exactement les destructions économiques en Irak. Nous avons pour le moment constaté le bombardement de 2 centrales électriques seulement. À la fin de la visite, une alerte, une de plus. L'Irak aujourd'hui était toujours bombardé. La volonté des Irakiens de nous faire voir aujourd'hui les destructions de sites industriels semble signifier qu'ils ne craignent plus de dissimuler l'ampleur des dégâts dans le secteur économique, au contraire. Leur objectif, peut-être, est de tenter de stopper la guerre en montrant qu'une part importante du potentiel industriel a déjà été détruite. Philippe Howard, nous croulons littéralement sous une masse d'informations. Ces temps derniers, il est peut-être utile pour tous ceux qui nous écoutent de rassembler un peu tout ça pour comprendre un petit peu où l'on va, très précisément. Vous voyez Bruno, ce qui est intéressant à souligner, c'est la différence de langage, de style, de logique entre George Bush et ses alliés d'une part, et Saddam Hussein et ses représentants d'autre part. Les premiers, donc George Bush, ont posé un ultimatum clair et net. L'Irak doit commencer à se retirer du Koweït à 18h aujourd'hui. À 18h aujourd'hui, rien ne s'est produit. Le président Bush en tire le premier les conséquences logiques. Les opérations militaires continuent et l'attaque terrestre pourra avoir lieu lorsqu'elle sera décidée par le commandement allié. Saddam Hussein et ses représentants essaient toujours, via l'ONU et Moscou, de trouver une formule qui concilie leurs intérêts et l'ultimatum, comme si un ultimatum était négociable. Mais il faut que Saddam Hussein finisse par admettre qu'il est l'agresseur, qu'il est responsable des malheurs qui vont s'abattre sur son pays, son régime et sur lui-même, et que dans ce conflit, il est le vaincu, et on n'a jamais vu un vaincu poser ses conditions. S'il admet cela, il peut encore sauver la paix et sauver l'Irak. Il peut toujours le faire, se retirer du Koweït. Merci. Et puis, dernière information, je vous propose de retrouver tout de suite l'un de nos envoyés spéciaux à Riyad, Jacques Merlino. Jacques, vous m'entendez? Oui, je vous vois. Vous nous confirmez qu'il n'y a eu pour l'instant absolument aucun retrait de troupes irakiennes du Koweït? Absolument, et je peux vous confirmer également que les forces alliées sont en train d'accroître considérablement leur pression militaire. La frontière a été franchie en plusieurs points et un poste de ravitaillement pour hélicoptères serait déjà installé en territoire irakien.
L'armée française participe pleinement à ce mouvement. Elle a effectué au-delà de la frontière plusieurs missions de reconnaissance armée. La décision de passer à la grande offensive terrestre appartient maintenant au général Schwarzkopf. C'est à lui de choisir le moment opportun. Washington lui a donné en effet carte blanche. Les militaires sont donc en train de procéder à leurs dernières analyses. Et l'un d'eux nous disait tout à l'heure que l'un des problèmes majeurs qu'ils auront à affronter sera celui des prisonniers. Ils estiment en effet possible d'avoir à traiter entre 100 à 200 000 prisonniers dans les prochains jours. Vous imaginez le nombre de problèmes que cela pose. En tout cas, ce genre de préoccupation montre bien combien imminente est l'action. Merci Jacques Merlino. Je vous propose maintenant de voir le reste de l'actualité à l'étranger. Il se passe également beaucoup de choses, notamment à Moscou, comme dans les grands magasins. À chaque instant, il se passe quelque chose. Hier, plusieurs dizaines de milliers de partisans de Boris Yeltsin avaient manifesté pour protester contre le retour à la censure. Aujourd'hui, pour la première fois depuis le début de la perestroïka, ce sont plus de 100 000 personnes qui sont descendues dans la rue, cette fois pour soutenir l'armée rouge, et cela à l'occasion de la journée de l'armée et de la marine. Le vice-ministre de la Défense a tout de même tenu à préciser, et c'est intéressant, que les représentants des forces armées soviétiques ne préparent pas de coup d'État militaire. À Moscou, pour Antenne 2, Stéphane Magnier. Morceau choisi par l'armée rouge. Quand les maréchaux de Gorbatchev ont décidé de célébrer le jour de l'armée par la plus grande manifestation conservatrice jamais organisée, ils ont emmené la fanfare avec eux. 100 000 personnes pour une démonstration qui se veut unitaire. En réalité, il y a deux manifestations, celle de ceux qui ont voulu venir et celle de ceux qui ont dû obéir. Pour l'occasion, tout ce qui porte un uniforme dans Moscou a été réquisitionné par l'état-major. Le peuple, l'armée et le parti ne font qu'un. Sous ce slogan d'un autre âge, cette manifestation veut rassembler les forces vives de l'Union, celles qui refusent les revendications nationales séparatistes et le retour à l'ordre bourgeois, comprenez l'économie de marché et ses conséquences. La majorité silencieuse défend l'armée et le socialisme, viendra dire à la tribune Victor Aksnis, l'un de ceux qu'on appelle les colonels noirs, parce qu'ils rêvent d'un Pinochet soviétique pour sauver l'URSS. Dimitri Azov, Boris Pugo, Vladimir Kryuchkov, respectivement ministres de la Défense, de l'Intérieur et patron du KGB, ne prendront pas la parole, mais ils applaudiront. J'ai libéré la Tchécoslovaquie en 1945. Et moi, à cette époque-là, j'ai libéré la Lituanie, la Lettonie et l'Estonie. Même les vieux soldats de l'armée rouge de Staline sont venus. L'état-major avait annoncé 300 000 manifestants, il n'était que 100 000. Arrivés et repartis en bon ordre, nous devons soutenir Gorbatchev, a lancé un officier en civil, parce qu'entre deux mots, il faut choisir le moindre. Confusion totale à Tirana, la capitale albanaise, où semble-t-il les affrontements se poursuivent entre manifestants et forces de l'ordre. Affrontements qui auraient fait hier, selon un bilan officiel, 4 morts, alors que des journalistes présents sur place parlent d'au moins une dizaine de victimes. Commentaire Anne Morin. C'était mercredi dernier à Tirana, la statue d'Enver Hoxha, fondateur du communisme albanais, cédait à la pression de la foule. Un symbole que des militaires conservateurs auraient voulu restaurer cet après-midi en tentant d'installer un buste de Hoxha au même endroit. Un nouvel épisode s'ajoutant à la confusion qui règne dans la capitale depuis 24 heures. Hier déjà, quelques centaines d'opposants au régime voulaient pénétrer dans l'école militaire de Tirana. Leur objectif, toujours le même, un buste de l'ancien dirigeant albanais. Toute la nuit, des fusillades ont été entendues dans la capitale et elles se poursuivent aujourd'hui. Bilan officiel, déjà 4 morts et plusieurs dizaines de blessés. De ces affrontements, aucune image encore, la télévision albanaise préfère diffuser des reportages de manifestations en faveur du régime. Propagande du pouvoir confrontée à une des plus graves crises politiques depuis l'après-guerre. Pour y faire face, le président Ramiz Alia a nommé un nouveau gouvernement et créé une instance, le Conseil présidentiel. À la tête de ces deux organes, le même homme, Fatos Nano, sur lequel pèse aujourd'hui la menace d'un coup d'État militaire. Coup d'État militaire réel, cette fois en Thaïlande. Le Premier ministre a été arrêté, la loi martiale proclamée et le Parlement dissous. Frédéric Rota. Des images étonnantes d'un coup d'État tranquille. Très tôt ce matin, les blindés de l'armée se mêlent au flot de la circulation à Bangkok, presque dans l'indifférence générale. Des images qui contrastent avec la violence de la dernière tentative de putsch en 1985. Cette fois, c'est apparemment sans heurts que les militaires ont dans un premier temps occupé Radio Thaïlande,
puis des bâtiments officiels, avant de prendre le contrôle de la télévision nationale. C'est de là que les chefs de l'armée, les généraux Suntorn et Suchinda, ont annoncé que leurs troupes avaient pris le pouvoir. Cette 15e tentative de coup d'État militaire depuis le renversement de la monarchie absolue en 1932 a réussi. Elle intervient à un moment de grande tension entre cette armée et le Premier ministre Satyshai Shunavan. Âgé de 71 ans, cet homme, arrêté aujourd'hui, était le premier chef de gouvernement élu démocratiquement depuis 12 ans dans ce pays. En Thaïlande, un pays de 55 millions d'habitants, l'armée a toujours eu un rôle de premier plan. Peu après la prise de pouvoir de ce matin, la loi martiale a été proclamée pour éviter des manifestations, le Parlement dissous et la Constitution abolie. Mais la Thaïlande devrait cependant rester une monarchie constitutionnelle. Au fil des dépêches, cette information peu banale, le nouveau président haïtien, le père Aristide, a en effet décidé de mettre son salaire à la disposition des nécessiteux de son pays. Le chef de l'État haïtien estime, je le cite, que ce salaire, environ 50 000 francs par mois, constitue un scandale par rapport à la misère du